On ne parle que de ça. Salut les petits clous. C'était l'expression consacrée il y a 30 ans, et c'est le top 50. Et Thomas Joubert, vous nous racontez la fabuleuse histoire du top 50 dans ce livre. Bienvenue Thomas, au Figaro. Merci de me recevoir. Ce livre, c'est vous. Vous êtes un enfant du top 50, Thomas. Ben moi, quand le top 50 est né, j'avais 8 ans en 1984. Donc, c'est évidemment la période où on commence à découvrir un petit peu la musique, la radio, la télévision. Donc, oui, je suis un enfant du top 50. J'ai vraiment grandi avec ça, avec l'émission de télé, évidemment, avec Marc Toesca. Salut les petits clous. Vous avez des souvenirs? C'était un vrai rendez-vous à l'époque? C'était un rendez-vous même incontournable. C'est-à-dire que le samedi soir, j'exigeais de dîner assez tôt, aux alentours de 19h, pour ne pas louper le début du classement entre 19h30 et 20h30. Ça, c'était une fois par semaine, c'est la révélation du classement qu'on avait le samedi. Après, j'avais pas tout le temps droit aux quotidiennes à la maison, puisqu'il y avait aussi une version quotidienne. Le classement était décliné tous les jours sur Canal. C'était les toutes premières années de Canal. Donc, moi, j'étais déjà fasciné par la radio et par la télévision. Et forcément, il y avait cette nouvelle chaîne qui se créait. Donc, on était très à l'affût. C'est devenu culte très vite à l'époque, le top 50? Oui, parce que c'est quelque chose qui n'existait pas. C'est incroyable à dire aujourd'hui, mais on ne savait pas qui était numéro 1 des ventes, qui vendait le plus par rapport aux autres. Tout le monde clamait haut et fort qu'il était numéro 1 du top 50, enfin qu'il était numéro 1 des ventes plus exactement, mais il n'y avait aucun moyen de le vérifier, d'où la création du classement. Et à partir du moment où on a su, il y a eu certaines révélations. On s'est aperçu que certains artistes dont on pensait qu'ils étaient des gros vendeurs, finalement ne vendaient pas tant que ça. Ça a aussi conduit à la disparition de certains artistes. C'était un des effets du top 50. Et puis d'autres qui ont émergé, totalement inattendus, comme Peter Eslund, par exemple, pour le tout premier numéro 1 du top 50 en 84. Comment justement on a établi à l'époque le système pour calculer comme ça les ventes en France? Ça a été très compliqué à mettre en place. Il a fallu 18 mois pour mettre en place ce système. En fait, c'est Philippe Gildas qui a créé le top 50. C'était le grand patron d'Europe 1. C'était encore une de ses inventions géniales, un petit peu avant nulle part ailleurs, parce qu'on est à partir de 1983. Il est directeur des programmes d'Europe 1 et justement, il en a marre que tous les gens des maisons de disques viennent le voir en lui disant il faut absolument passer mon artiste, il est numéro 1 des ventes, c'est un succès. Il en avait marre parce qu'ils disaient tous la même chose. Donc c'est là qu'il a eu l'idée de dire on va vérifier, parce qu'il est journaliste, Philippe Gildas, donc il a dit moi j'ai besoin d'un outil pour vérifier ce que disent les maisons de disques, d'où la création de ce classement qui a été compliqué à mettre en place parce que ça n'existait pas. Il s'est d'abord tourné vers des instituts de sondage qu'on connaissait très bien par les sondages politiques, l'Ipsos, l'IFOP. Il s'est dit on est capable de prédire qui va être président de la République, on devrait être capable de dire qui va être numéro 1 de vente des disques. Et en fait il a fallu la mise en place de l'Institut Nielsen qui à la base comptait les ventes en supermarché de la grande distribution. Avec une association entre Ipsos et Nielsen, on est arrivé donc à établir ce classement chaque semaine. Et pourtant, ça s'est arrêté. C'est ça qui est dingue. Quand on lit votre livre, quand on vous écoute parler, on sent bien que c'était une institution. Ça rappelle des souvenirs à tout le monde, ne serait-ce que le générique qu'on a pu entendre tout au début. Et pourtant, ça s'est arrêté le top 50. Alors pourquoi ça s'est arrêté? Ça s'est arrêté en 93 sur Canal+ et sur Europe 1. Après, le top 50 a perduré, évidemment, mais il n'avait plus la même saveur. C'est-à-dire que c'est le SNEP, le syndicat de l'édition phonographique, qui n'était pas partie prenante du classement historique, qui a fini par récupérer le classement. Et en fait, si le top 50 historique, tel qu'on le connaissait avec cette fameuse musique du générique et Marc Toesca, ça s'est arrêté parce que le classement perdait vraiment de sa saveur. C'est ce qu'on sent un petit peu sur la fin du bouquin dans les années 92-93. C'est-à-dire que ce sont des années où la musique devenait de plus en plus commerciale. Il n'y avait plus toute la liberté qu'on avait pu avoir dans les années 80. Il y avait beaucoup moins de création. On en est arrivé à de la dance music à tous les étages, où ce sont les producteurs qui ont pris le pouvoir et le marketing. Finalement, dès qu'il y avait un succès, on reproduisait, la maison de disques d'en face reproduisait le même succès. Donc le classement tournait un petit peu en rond. Et puis on avait par exemple Jordi, qui était un des éléments qui a un petit peu tué le top 50. Dur d'être un bébé. 15 semaines numéro 1 des ventes. Pourquoi ça a tué le top 50? C'est-à-dire qu'à Canal+ et Europe 1, ils n'en pouvaient plus de Jordi. C'est-à-dire qu'il fallait le passer, Jordi. Il ne fallait pas le clip. C'était pas très Canal+. C'était pas du tout Canal+. C'est ce que raconte Alain Degrave d'ailleurs dans le bouquin, le patron des programmes historiques de Canal+. Il le dit clairement, le top 50, ça n'a jamais été sa came. C'est-à-dire qu'eux, ils pensaient, en ayant un classement des ventes, qu'ils auraient du David Bowie, qu'ils auraient des artistes qu'ils aimaient bien, avec Pierre Lescure, tout le rock américain. Et ils se retrouvaient avec Peter Eslund. Et ça a duré comme ça pendant 10 ans à l'antenne. Ouais, ça a été très instructif sur les vrais goûts. En fait, c'est un classement populaire, c'est les goûts du public et le public se trompe jamais. Donc voilà, on s'est rendu compte que ce qui vendait le plus en France, on peut le déplorer, mais c'était Peter Eslund, c'était Licence 4 avec Viens boire un petit coup à la maison. Après, ça c'était les grands numéros, c'était les grands phénomènes, mais dans le top 50, ça permettait aussi de mettre en valeur les Cure, ça permettait de mettre en valeur David Bowie que je citais, Michael Jackson évidemment, Madonna, tous ces artistes internationaux étaient aussi dans le classement et ils côtoyaient des Lagaffe, des Licence 4, des Jordi, toutes ces petites perles qu'on aime retrouver.
de disques et qui font tourner aussi l'industrie du disque. Quoi. Qui font tourner l'industrie du disque, qui ont un énorme succès populaire dans toutes les fêtes de village, dans les campings, etc. Mais ça pourrait revenir aujourd'hui de Top 50, parce qu'on a l'impression qu'on adore parler dans les médias aujourd'hui des records de vente de disques, que ce soit Stromae, Kenji, là, ces dernières semaines. Le classement, on adore parler de ce genre de phénomène. Un classement, c'est une mécanique imparable. On part de la 50e place pour arriver à la première, donc il y a une petite dramaturgie forcément. On a envie de savoir qui est numéro 1 à la place de l'autre. Donc oui, pour moi, le Top 50 pourrait toujours exister. Là où c'est un petit peu plus problématique aujourd'hui, c'est qu'on ne vend plus de disques. Donc c'est aussi ça qui a tué le Top 50. C'est-à-dire qu'on est en 93, c'est la mort du micro-sillon, la mort des 45 tours, la mort des 33 tours. On passe au laser. Aujourd'hui, on est même passé au MP3 et à toute la musique dématérialisée. Et finalement, les disques ne se vendent plus. Donc quand on fait un classement, il n'a pas grande valeur. Parce qu'aujourd'hui, on est numéro 1 du top en vendant grosso modo 5000 disques. Oui, d'ailleurs, aujourd'hui, si on regarde sur les radios musicales, les classements qui existent, prenons Énergie, la première, c'est les classements souvent, soit Énergie, un classement de ce qui est diffusé sur ces radios en Europe ou sur ce qui est diffusé en boîte de nuit, mais non plus sur les ventes, parce que les ventes, finalement, elles n'indiquent pas grand-chose. Je vous dis, on est numéro 1 avec 5000 ventes. On peut rappeler qu'à l'époque, Peter et Stone, par exemple, c'est 1,5 million de disques vendus. Aujourd'hui, on en est à 5000. Donc, c'est dur de vendre 1,5 million de disques. Ah bah, c'est même inespéré, c'est impossible. Quel est le champion numéro 1 du top 50, du coup, en France? Alors, entre les années 84 et 93, le champion, toute catégorie, c'est François Fellman, qui a réussi à classer 3 numéros 1 au top 50. Les Valses de Vienne, Joy et Petit Franck, ça doit vous rappeler des souvenirs. Non, mais j'ai très envie de vous demander de les fredonner, mais c'est pas. Maintenant qu'ils deviennent les Valses de Vienne. Exactement. Et on a eu la championne de toute catégorie du top 50 jusqu'à aujourd'hui, c'est évidemment Mylène Farmer, qui a 13 numéros 1 à son compteur. C'est un record inégalé, a priori inégalable, parce que Mylène Farmer a un public extrêmement fidèle et tous ses derniers disques sont systématiquement classés numéro 1 des ventes. Thomas, on vous connaît, on vous écoute tous les matins sur Europe 1, aux côtés de Jean-Marc Morandini. On vous avait entendu tout l'été aussi avec une chronique sur les années top 50. Vous avez parlé avec vos patrons, vous leur avez dit il y a visiblement un engouement autour de tout ça. Est-ce qu'on pourrait pas refaire le top 50 sur Europe 1? Alors déjà, on va fêter les 30 ans du top sur Europe 1. Il y aura une grande soirée spéciale le lundi 27 octobre de 20h à 22h. On va faire une grande fête avec les artistes de l'époque, avec les artistes d'aujourd'hui aussi, les fameux enfants du top 50 qui sortent un album. Exactement. Voilà, ce sont les artistes de la jeune génération qui reprennent les tubes du top 50. Mais on aura aussi Jean-Luc Lahaye, Lio, tous les incontournables qui seront avec nous. Après, quant à refaire le top 50, il y a eu des tentatives il y a 4-5 ans sur Europe 1 qui ont été avortés, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, aujourd'hui le classement n'a plus la même saveur. Honnêtement, les artistes d'aujourd'hui, ils vendent moins de disques, on les connaît moins, il y a moins d'engouement populaire autour des ventes de disques aujourd'hui. Bon, en tout cas, on peut se replonger avec nostalgie et plaisir dans votre livre, Thomas, les années le faire, oui. Top 50. Merci beaucoup Thomas d'être venu au Figaro. Merci à vous.